Depuis plus de 30 ans, une tragédie silencieuse déchire l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre sans nom, sans fin, qui a déjà emporté plus de 10 millions de vies humaines, des hommes, des femmes, des enfants, disparus dans l'indifférence du monde. Des millions de déplacés, des villages rayés de la carte, des femmes vivées, des vies brisées. Et tout cela dans un pays qui, ironie du sort, repose sur l'un des sous-sols les plus riches de la planète. Sous la terre du Kivu, de l'Ituri et du Katanga, dorment l'or, le coltan, le cuivre, le diamant, le cobalt. Des ressources qui font fonctionner les téléphones, les ordinateurs, les voitures électriques du monde entier. Mais pour les Congolais, ces richesses n'ont apporté ni paix, ni prospérité, seulement la guerre, le pillage et la misère. Pour comprendre cette guerre, il faut aller au-delà des apparences. Derrière le bruit des armes et la haine communautaire, se cachent 4 causes profondes, 4 plaies encore ouvertes dans l'histoire du Congo. D'abord, le problème de la nationalité, hérité de la colonisation. Une question non résolue qui oppose depuis des décennies ceux qui se disent Congolais de souche à ceux qu'on accuse d'être venus d'ailleurs, les Banyarwanda, ces populations rwandophones installées depuis des générations dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Une question identitaire qui, au fil du temps, est devenue une arme politique et un prétexte à la haine. Ensuite, les velléités expansionnistes du Rwanda et de l'Ouganda, 2 pays voisins qui ont vu dans le chaos congolais une opportunité, celle de sécuriser leurs frontières, d'étendre leur influence et surtout, de profiter des richesses du sous-sol congolais. Au nom de la sécurité, Kigali et Kampala ont tour à tour soutenu des rébellions, manipulé des alliances et pillé les ressources de l'Est. Mais ces ambitions étrangères n'auraient jamais pu prospérer sans la complicité d'une élite congolaise corrompue, prête à vendre son pays pour quelques postes, quelques contrats ou quelques millions de dollars. Des chefs politiques, des officiers, des hommes d'affaires, tous unis par la même cupidité, celle qui trahit la nation pour un profit personnel. Et enfin, la faiblesse du pouvoir central de Kinshasa. À la moindre escarmouche. Distant, divisé, la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Souvent impuissant. Un État absent, incapable de contrôler son territoire, laissant l'Est du pays livré à lui-même, à la merci des milices et des puissances étrangères. L'une des raisons de l'insécurité au Congo, c'est l'absence d'État. L'absence d'État fait que c'est la jungle. Et quand on a une jungle, alors que dans les pays voisins ont des États, cela fait que les bandits des autres États vont venir là où il y a la jungle. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Ce conflit n'est pas une simple guerre locale. C'est une guerre économique, géopolitique et identitaire. Un drame africain aux ramifications internationales. Une guerre où chaque colline, chaque mine, chaque frontière raconte une lutte pour le pouvoir, pour la terre et pour la survie. Dans ce documentaire, nous reviendrons sur les racines profondes de cette guerre interminable. Les débats sur la nationalité des Banyarwanda, les ambitions régionales du Rwanda et de l'Ouganda, la complicité des élites congolaises, et surtout les enjeux économiques colossaux qui font de l'Est du Congo le champ de bataille le plus convoité d'Afrique. Il y a une telle destruction qu'elles n'ont plus de valeur, elles peuvent peut-être avoir une continence urinaire et une continence de matière fécale. Et donc même leur féminité est volée. Et ça, définitivement. La question que je me pose, quand on tire dans le vase, quand on met les couteaux dans le vase, quand on met de bambou dans le vase, c'est pour quel but? Et surtout lorsqu'on exige assez que la famille assiste à des choses comme ça. Je pense que il faudrait que quelqu'un, peut-être un sociologue qui peut mieux comprendre, puisse moi me faire comprendre, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi. Si les Banyamulenge ont des problèmes avec les autochtones qui ne les considèrent pas comme des Aïrois,
c'est un problème zaïro-zaïrois, c'est un problème de nationalité, c'est un problème qui doit être réglé par le gouvernement du Zaïre et non pas par le gouvernement du Rwanda. L'Est de la République démocratique du Congo est l'un des espaces les plus complexes et les plus fascinants du continent africain. Nichée au cœur de la région des Grands Lacs, cette zone montagneuse et fertile abrite une mosaïque impressionnante de peuples et de cultures, issus de 4 grands groupes ethnolinguistiques africains. Les Twa, les Bantous, les Soudanais et les Nilotiques. Depuis des siècles, ces communautés coexistent, échangent et parfois s'affrontent au rythme des migrations, des conquêtes et du commerce. Aujourd'hui encore, la législation congolaise distingue les populations du Kivu en 2 grands ensembles, les peuples autochtones et les peuples allochtones. Les autochtones sont considérés comme les premiers occupants de ces terres. Organisés dès l'époque précoloniale en chefferies solidement structurées, ils ont su maintenir, malgré la colonisation et les bouleversements politiques, leur structure coutumière jusqu'à nos jours. Parmi eux, on retrouve notamment les Hutus installés de longue date dans le territoire de Rutshuru, les Hunde, présents à Massissi et Walikale, et les Avu, établis à Kalehe et sur l'île d'Idjoui. Bien avant l'arrivée des Européens, cette région connaissait déjà un commerce prospère. Au XIXe siècle, les caravanes parcouraient sans relâche les routes reliant le Rutshuru au lac Édouard, transportant du sel, du bétail et des denrées alimentaires. Le sel de Vichumbi notamment était un produit très convoité, échangé contre des biens venus du Rwanda, de l'Ouganda, du Bukoba en Tanzanie ou encore du Bunyoro. Lorsque l'explorateur Henry Morton Stanley pénétra sur ces terres en 1889, il constata lui-même l'intensité de ce commerce. Dans ses récits, il décrit avec précision les salines de Katoué, le trafic des caravanes et la vitalité économique de ces routes qui reliaient déjà les peuples des Grands Lacs. C'est dans ce contexte historique qu'il faut comprendre la présence des Banyabouisha, une population rwandophone installée depuis plusieurs générations dans le territoire de Rutshuru. Bien que leur langue et certaines traditions les apparentent aux populations du Rwanda voisin, leur implantation ancienne fait d'eux des autochtones selon la législation coloniale belge. D'ailleurs, dès 1920, l'administration coloniale leur reconnaît un territoire coutumier propre. Et en 1948, l'administrateur de Rutshuru, Dussart, recense 3000 Bahutus dans la chefferie Bakumu et 56 000 Bahutus et Baoundés dans la chefferie Bouicha. Mais à côté de ces groupes historiquement enracinés, d'autres populations venues du Rwanda et du Burundi s'installent progressivement dans la région. Ces dernières seront plus tard désignées comme peuples allochtones. Il s'agit principalement des Barundi et des Banyarwanda, dont l'histoire migratoire, volontaire ou forcée, sera au cœur des tensions identitaires du Kivu au XXe siècle. Lorsque l'on évoque les migrations qui ont façonné l'est du Congo, celle des Barundi, souvent associée au groupe Tutsi du Burundi, occupe une place particulière. Leur présence dans la plaine de la Ruzizi, au sud Kivu, remonte à plusieurs siècles, bien avant la création des frontières coloniales. Selon la tradition orale, tout commence vers 1800, lorsque Ndorogwe, un chef militaire, ou Mutwale, au service du roi Ntare du Burundi, cherche de nouveaux pâturages pour son bétail. Accompagné de plusieurs familles, il s'installe à Muyongero, près de Kiliba, dans la boucle formée par la rivière Ruzizi. À cette époque, la région est faiblement peuplée. Ndorogwe y fonde un premier établissement, avant d'étendre son autorité sur la rive nord du lac Tanganyika jusqu'au mont Kiamate. Mais un conflit éclate entre son fils Rugandeza et le roi Ntare. Rugandeza, accusé de rébellion, meurt en poisson. Quelques décennies plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, Kinyoni, petit-fils de Ndorogwe et ancien sous-chef du roi Mwezi Dizabo, reprend la route de son ancêtre. Il traverse à son tour la rivière Ruzizi, franchissant sans difficulté cette frontière encore inexistante. Car avant la colonisation, les limites entre royaumes africains n'étaient pas fixées. Les populations circulaient librement, au gré des échanges commerciaux, des alliances ou des conflits. Les historiens situent la première grande vague d'installation des Barundi autour de 1850. À cette période, Kinyoni et ses partisans, les Banyakarama, s'établissent sur la rive gauche de la Ruzizi, dans une région alors peu exploitée par les populations autochtones Bafuliru et Bavira. Certains témoignages affirment que Kinyoni et ses gens avaient fui le roi Ntare pour échapper à un impôt sur le sel. D'autres, au contraire, le présentent comme un chef loyal au roi Mwezi Gizabo, mais contraint de fuir ses démêlés avec les Allemands. Quoi qu'il en soit, toutes les versions s'accordent sur un point. Un conflit politique au Burundi provoqua le départ d'une partie des Barundi qui traversèrent la Ruzizi pour s'établir durablement dans la plaine congolaise. Dans les décennies qui suivirent, la population Barundi s'étendit dans la plaine de la Ruzizi, parfois au détriment des populations locales. En 1920,
un conflit armé éclata entre les Rundi et les Bafouliru. Selon le chercheur Kingwengwe Mupe, cette guerre fut provoquée par les ambitions expansionnistes des Rundi, qui cherchaient à contrôler les montagnes et à soumettre les chefferies voisines. Grâce à leurs armes à feu, ils remportèrent la victoire et occupèrent plusieurs villages, dont Kigoma, Mulenge et Kalengera. En 1928, les autorités coloniales belges réorganisent la région. La chefferie des Barundi est officiellement créée, consacrant ainsi le pouvoir coutumier de la dynastie issue de Ndorogwe. Mais les tensions entre communautés ne disparaissent pas pour autant. En 1961, alors que le Congo vient tout juste d'accéder à l'indépendance, une nouvelle guerre intercommunautaire éclate entre les Barundi et les Bafouliru. Des leaders politiques locaux, notamment Marandura, appellent les autochtones à reprendre leurs terres. Les affrontements sont violents, villages incendiés, attaques contre les capitales Rundi, intervention de l'armée nationale congolaise pour rétablir l'ordre. Les pertes humaines et les déplacements de population creusent un fossé durable entre les deux communautés. À peine quelques années plus tard, une nouvelle vague migratoire s'abat sur la plaine de la Ruzizi. En 1966, la monarchie burundaise s'effondre. Le roi Mwambutsa IV s'exile, son fils Ndizeye monte sur le trône, avant d'être lui-même renversé par un coup d'état militaire. Ces bouleversements provoquent des purges sanglantes contre les Hutus au Burundi. Des milliers de réfugiés franchissent la Ruzizi et s'installent au Congo, renforçant encore la présence barundi dans la région. Face à cette évolution démographique, les chefs locaux cherchent à adapter leur identité politique. En 1972, Kinyoni Mogabo Félix, descendant direct de la lignée fondatrice, adresse une lettre à l'administrateur d'Uvira. Il propose de remplacer le nom de chefferie des Barundi par celui de chefferie des Bainyuza, un terme censé rassembler toutes les familles d'origine Rundi installées au Congo, à l'image des Banyamulenge du Sud Kivu ou des Bagogwe du Nord. 2 ans plus tard, en 1974, la chefferie des Barundi devient officiellement la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Entre 1972 et 1996, de nouvelles vagues de réfugiés arrivent encore du Burundi, fuyant tour à tour les massacres de 1972, les crises de Tega et Marangara en 1988, les violences de 1991, puis l'assassinat du président Dadaï en 1991-1993. À chaque fois, la plaine de la Ruzizi devient un refuge, mais aussi un espace de tension, où se croisent victimes, anciens réfugiés et populations autochtones aux mémoires différentes. Au cœur des montagnes verdoyantes du Sud Kivu, un nom revient sans cesse dans les débats, les récits et les conflits, les Banyamulenge. Mais avant de devenir une identité politique et culturelle, ce nom cache une longue histoire de migration, de rupture et de quête d'appartenance. Tout commence au XIXe siècle, dans les hautes terres du Kinyaga. À cette époque, le royaume du Rwanda, dirigé par le roi Kigeri Rwabugiri, mène une politique d'expansion et cherche à soumettre les territoires environnants. Craignant les guerres, la domination politique ou tout simplement en quête de pâturage plus vaste pour leurs troupeaux, quelques familles de pasteurs Tutsi quittent le Rwanda et traversent la rivière Ruzizi, frontière naturelle avec le Congo. Ces familles se dirigent vers les montagnes d'Itombwe, au sud Kivu, une région reculée, difficile d'accès, mais fertile. Selon le géographe belge Georges Weiss, on retrouve dès 1881 la trace de ces migrants rwandais, quelques centaines tout au plus, qu'ils nomment alors les Rwanda. Ils s'installent d'abord à Lemera, dans la chefferie des Bafulero, puis leurs descendants gagnent les territoires Vira, où ils fondent de nouveaux villages sur les hauteurs. Les travaux de Weiss et de l'historien Jacques Depelchin désignent le site de Kakamba comme premier lieu d'installation avant leur déplacement vers Mulenge, un petit hameau situé sur les hauts plateaux. À l'époque, Mulenge n'était qu'un simple point d'étape. Mais avec la colonisation belge, ce lieu prend une importance nouvelle. En 1953, les autorités coloniales y établissent un poste administratif, y tracent une route longue de plus de 100 km reliant Lemera à Katobo et introduisent la culture du café arabica. Les missionnaires catholiques, eux, y implantent une mission pour asseoir la pénétration coloniale et diffuser le christianisme. C'est là, à Mulenge, que les Tutsis installés depuis plusieurs générations prendront plus tard le nom de Banyamulenge, littéralement ceux de Mulenge. La Première Guerre mondiale marque un tournant. En 1916, la Belgique occupe le Rwanda-Urundi, colonie jusque-là allemande. Après la victoire des Alliés, le traité de Versailles en 1919 place le territoire sous mandat de la Société des Nations, confié à la Belgique. Le Rwanda perd son autonomie militaire. La force publique congolaise devient responsable du maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Mais le Kivu demeure une région difficile à administrer.
la population y est rare et dispersée. Les anciennes razzias arabo-swahili ont dépeuplé la zone, et les reliefs montagneux compliquent les déplacements. Les sociétés minières et les colons belges manquent de main-d'œuvre pour exploiter les terres fertiles et les mines. Face au refus des populations locales de travailler dans les concessions, les autorités coloniales imaginent une solution: importer de la main-d'œuvre rwandaise. Dès 1924, les premières réflexions officielles sont lancées. Une commission réunie à Bruxelles en 1927 identifie plusieurs régions du Congo belge, Mokoto, Lubero, Baraka et Uvira, comme zones propices à l'implantation des migrants rwandais. Mais c'est surtout le territoire de Masisi, au nord Kivu, qui retient l'attention. En 1937, les autorités belges concluent un accord avec le chef Oundé Kalinda, cédant à la colonisation un vaste espace appelé Dishari pour 30 000 francs belges. Ainsi débute la transplantation massive des Banyarwanda, terme collectif désignant à la fois les Hutus et les Tutsis venus du Rwanda. Entre 1937 et 1957, des milliers de familles sont déplacées vers le Congo. L'opération, menée par la mission d'immigration des Banyarwanda, prévoit l'installation de 35 000 familles dans le territoire de Masisi. Ces populations s'installent dans des zones jusque-là considérées comme sous-exploitées, dans le cadre d'un projet colonial censé à la fois stabiliser la main-d'œuvre et ouvrir la région à la colonisation européenne. Mais l'expérience tourne vite à la tension sociale. Les populations locales, Oundé, Nandé et Tembo, s'opposent à la création d'une chefferie séparée, la chefferie du Dishari, dirigée par des notables rwandophones. Sous la pression, l'administration coloniale finit par supprimer la chefferie en 1957, après seulement quelques années d'existence. À peine 2 ans plus tard, un nouvel exode bouleverse le Kivu. En 1959, la révolution sociale éclate au Rwanda. Les Hutus renversent la monarchie Tutsi avec le soutien des autorités belges et de l'Église catholique. Le roi Mutara Rudahigwa est mort et son successeur Kigeri Ndaindurwa est destitué. Les violences éclatent. Des milliers de Tutsis fuient le pays. Entre 1959 et 1963, près de 60 000 réfugiés rwandais franchissent la frontière congolaise. Grâce à la Croix-Rouge et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ils sont installés dans différents territoires: Kalehe, Kabare, Masisi, Goma et Uvira. Des camps sont ouverts à Biboué, Ioula et Kalongé. Les réfugiés reçoivent des terres, des bêtes et une aide alimentaire pendant 2 ans. Mais très vite, les tensions réapparaissent. Certains refusent de se consacrer à l'agriculture et s'installent dans les grandes villes. D'autres s'engagent dans des mouvements politiques armés. À la suite de la décolonisation, les Banyarwanda jouèrent à des rapprochements, noués d'abord avec le mouvement Simba, puis avec l'armée congolaise, pour chasser la première cité. En 1962, des leaders Tutsis fondent à Biboué un mouvement rebelle baptisé Kanyarwanda, qui sert de base arrière pour des attaques au Rwanda. Les autorités congolaises s'inquiètent. Ce conflit voisin risque d'embraser le Kivu. En octobre 1965, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu adopte même une résolution exigeant l'expulsion des Rwandais du territoire. La mesure, jugée dangereuse, sera rapidement suspendue. Mais le mal est fait. La méfiance entre populations locales et rwandophones s'enracine durablement. Pendant ce temps, sur les hauts plateaux d'Uvira, les Tutsis installés depuis plusieurs générations refusent d'être assimilés aux réfugiés venus du Rwanda. Ils affirment être autochtones du Congo, enracinés dans la région depuis bien avant la révolution de 1959. Pour se distinguer, ils adoptent un nouveau nom, Banyamulenge, c'est-à-dire ceux de Mulenge. Ce nom se diffuse lentement. En 1967, une partie de ces populations est déplacée vers Kalemi, Moba et Viura, où elles prennent le nom de Banya Viura. Mais c'est à Mulenge, leur berceau historique, que se cristallise leur identité. Selon le groupe Milima, dans une lettre adressée à la Commission des Nations Unies en 1996, les Tutsis du Sud Kivu auraient abandonné le terme Banyarwanda pour éviter d'être confondus avec les réfugiés récents du Rwanda. L'historien Bosco Muchukiwa rapporte que l'expression Banyamulenge apparaît pour la première fois en 1973, dans le mémoire d'un étudiant nommé Tabazi Rugama à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Plus tard, en 1977, le député Gizaro Muhoza, élu des hauts plateaux du Sud Kivu, popularise le terme dans le débat politique national. Dès lors, Banyamulenge devient bien plus qu'un simple toponyme. C'est une identité stratégique, forgée pour répondre aux exigences de la loi congolaise sur la nationalité. Une loi qui reconnaît les ethnies dites originaires du Congo comme seules détentrices de la citoyenneté. Se dire Banyamulenge, c'est donc affirmer son enracinement et réclamer la pleine appartenance à la nation congolaise. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes.
Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations. L'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Hima-Tutsi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Le Rwanda a des velléités expansionnistes. Depuis quelques années maintenant, le discours du régime rwandais est de dire qu'une partie de la République de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Masisi et de Rutshuru, ont jadis appartenu au Rwanda, au royaume du Rwanda. Depuis des décennies, une question continue d'alimenter les débats historiques et politiques dans la région des Grands Lacs. Le Kivu aurait-il été, dans un passé lointain, une province du royaume du Rwanda? Autrement dit, le Kivu serait-il une partie du Rwanda restée au Congo? C'est au cœur des années 1930 qu'émerge pour la première fois ce discours, porté par une figure intellectuelle majeure du Rwanda colonial, l'abbé Alexis Kagame. Prêtre catholique, historien et philosophe, Kagame entreprend en 1936 un vaste travail de reconstitution du passé rwandais, à partir de témoignages oraux recueillis auprès des mémorialistes de la cour royale. Dans son œuvre monumentale, il déclare vouloir écrire l'histoire du Rwanda de la manière la plus complète et la plus objective possible. Mais au fil de ses récits, le Rwanda qu'il décrit ne se limite pas à son territoire actuel. Kagame y dresse la carte d'un royaume étendu, le Nidinya, dont l'autorité, selon lui, s'étendait jusqu'aux rives du lac Édouard. Il affirme même que Buhundé et Kabare, aujourd'hui en territoire congolais, étaient jadis des royaumes tributaires du Mwami du Rwanda. Dans ses chroniques, Kagame raconte qu'au XVIe siècle, à la mort du roi Ndairo Siamatare, une lutte pour le trône provoqua la fuite d'un prince accompagné de plusieurs familles nobles. Ces derniers auraient traversé la plaine de la Ruzizi avant de remonter vers les hauts plateaux de l'Itombwe, au sud Kivu. Pour certains auteurs Tutsi, cette migration aurait introduit dans la région des clans aristocratiques, présentés comme Abakondé, c'est-à-dire des propriétaires terriens, au milieu d'une majorité de Bahutus considérés, à tort, comme des arrivants. Ces récits, souvent transmis sans vérification critique, ont longtemps servi à nourrir la croyance en une antériorité Tutsi dans l'est du Congo, et à légitimer l'idée d'un Kivu historiquement rwandais. Pour le Nord Kivu, Alexis Kagame évoque une autre séquence historique. Entre 1600 et 1623, sous le règne du roi Ruganzundori, des Tutsis du clan Abazinga, guidés par un certain Rugabo, auraient quitté le Rwanda pour s'établir dans le Bwisha, précisément dans le Jizigari. Un second groupe, conduit par Ntore, le frère de Rugabo, se serait installé dans la contrée voisine de Rugari. Ils furent bientôt rejoints par d'autres clans Tutsis, les Abatsobe et les Abaa, venus s'établir à Djomba, aujourd'hui en territoire congolais. Dans son œuvre, Kagame illustre même cette extension du royaume par une carte du Rwanda postérieure à la mort du roi Rwabugiri, où le Kivu apparaît comme un espace relevant de la sphère d'influence rwandaise. Une interprétation audacieuse, mais sujette à débat. À la question « Le Rwanda a-t-il réellement conquis le Nord Kivu des siècles avant la colonisation belge ?», l'historien Paul Serufuri Akiza répond sans ambiguïté dans un essai qu'il intitule « Essai de mise au point ». Selon lui, le Kivu n'a jamais été conquis militairement par le Rwanda. Certes, il y a bien eu des infiltrations et migrations rwandaises anciennes, mais elles résultaient avant tout de dynamiques commerciales et sociales, et non de guerres de conquête. Avant la colonisation belge, écrit-il, les régions du Kivu furent le théâtre de nombreux mouvements de population, commerçants, bergers, négociants. Les activités commerciales furent probablement la première grande source d'immigration rwandaise. Dès le XIXe siècle, les explorateurs européens témoignent de ces échanges intenses entre le Rwanda et le Kivu. À Rutshuru, des caravanes de commerçants transportaient du sel extrait des salines de Vichumbi, près du lac Édouard, pour le troquer contre des chèvres, des moutons ou du mil. Les voyageurs mentionnent des marchands venus du Rwanda, de l'Ouganda, du Bukoba, en Tanzanie, du Bunyoro et du Bushi. En 1912, le Belge André Pilette observe la poursuite de ce commerce. Il note « Chaque jour, des indigènes du Kivu arrivent nombreux, désireux de se procurer du sel pour leur bétail. C'est un défilé continuel sur le chemin de Rutshuru. Ces pasteurs, habitant les montagnes volcaniques,
marchent jour et nuit pour échanger leur bétail contre des ballots de sel. Ce commerce ancien, en effet, a favorisé des mouvements lents mais continus de population entre le Rwanda et le Kivu. Mais rien ne permet d'en conclure à une domination politique du Rwanda sur ces terres. Les échanges, les mariages et les migrations témoignent plutôt d'une porosité frontalière ancienne, propre aux sociétés interlacustres, qu'à une conquête territoriale organisée. L'abbé Gaspard Kajiga Baliuta, un autre historien rwandais, confirme cette lecture plus nuancée. Il situe les premières immigrations rwandaises vers le Congo à la fin du XVIIe siècle, bien avant la colonisation belge, mais insiste sur leur caractère spontané et non conquérant. L'immigration rwandaise à l'est du Congo, et spécialement au nord Kivu, écrit-il, ont un fait social séculaire. Bien avant la colonisation belge, le Rwandais, surtout celui du Nord, a de tout temps cherché spontanément son espace vital au Kivu. Cela se faisait librement, sans réglementation d'aucune. Ainsi, loin d'un projet impérial, ces migrations reflétaient surtout une recherche d'espaces de vie, de terres fertiles et de zones d'échanges économiques, dans une région où les frontières, à l'époque, n'existaient pas encore. Le récit d'un grand Rwanda historique s'est nourri, au fil du temps, d'interprétations symboliques et de nostalgie politique. Mais l'analyse historique montre que le Kivu n'a jamais été intégré au royaume du Rwanda comme province administrative ou territoire soumis. Il fut plutôt un espace de rencontre, un carrefour de peuples et de cultures, traversé par des mouvements humains constants. Le Kivu n'a jamais appartenu à un seul royaume, écrit un historien congolais. Il a toujours appartenu à ceux qui y vivaient, qui y commerçaient, qui y échangeaient. Une région frontalière, mouvante, où l'histoire s'écrit non pas à coups de conquête, mais à travers des liens invisibles, le commerce, la culture et la mémoire partagée. Ce que certains appellent des expéditions de conquête n'étaient bien souvent que des razzias, c'est-à-dire des expéditions de pillage, menées pour capturer du bétail, des biens et parfois des captifs. L'historien Jen Vansina, grand spécialiste des traditions orales africaines, apporte une distinction essentielle. Il explique que, dans le langage des chroniqueurs de la cour royale Niginya, le terme conquête recouvrait des réalités très différentes. Les historiens de la cour, écrit Vansina, ne faisaient pas la différence entre prendre quelques têtes de bétail lors d'une razzia, mener une expédition de pillage d'envergure ou rassembler des milliers de guerriers pour soumettre une région entière. Avant 1780, le but principal de ces expéditions était toujours le même, le butin, en priorité le bétail, symbole de richesse et de pouvoir. Avec le bétail, poursuit Vansina, il s'agissait aussi de capturer de belles femmes destinées à la servitude, ainsi que tous les objets de valeur, chèvres, chiens, bijoux, outils en métal. Avant de partir, on brûlait les maisons. Ces razzias étaient donc extrêmement destructrices. Autrement dit, le Rwanda précolonial n'était pas un empire conquérant au sens politique, mais un royaume qui menait des incursions sporadiques, motivées avant tout par le pillage et non par une volonté d'annexion territoriale. Pourtant, au fil du temps, ces récits guerriers ont été revisités et amplifiés. Dans une lecture moderne, ils sont devenus les fondements idéologiques d'une revendication territoriale, celle d'un Rwanda amputé par la colonisation européenne. Selon cette interprétation, les populations rwandophones vivant au Kivu ne seraient pas des immigrés, mais les descendants légitimes de sujets du royaume de Rwabugiri, dont les terres auraient été injustement annexées au Congo belge. Le sociologue Jean-Pierre Pabanel a résumé cette idée dans une formule restée célèbre. Le Rwanda précolonial s'étendait au-delà de sa façade ouest actuelle sur certaines régions du Zaïre. En 1910, une convention entre Belges et Allemands fixa les limites frontalières. Djomba, Bouicha, Kamurunsi, Gishari et l'île d'Idjoui passèrent sous contrôle belge. Ces anciennes provinces rwandaises intégrées au Congo belge ont conservé leur population d'expression rwandaise, devenue congolaise, puis zaïroise. Ce discours, réactivé à plusieurs périodes de l'histoire, nourrit la conviction chez certains rwandophones que le Kivu faisait historiquement partie du Rwanda. Une idée qui, dans les faits, ne repose sur aucune conquête politique prouvée, mais sur une mémoire culturelle et symbolique. Après l'indépendance du Rwanda en 1962, de nombreux réfugiés Tutsis installés au Congo reprennent ce discours à leur compte. Souhaitant rassurer les gouvernements de Grégoire Kayibanda, puis de Juvenal Habyarimana, ils affirment qu'ils n'ont aucune ambition de reconquérir le Rwanda, car ils se considèrent déjà comme ayant retrouvé les terres de leurs ancêtres dans le Kivu. Selon eux, même les noms actuels, Goma, Rutshuru, Virunga, dériveraient de toponymes rwandais anciens, Ngoma, Rutshuru, Birunga. Ainsi, pour une partie des Banyarwanda, demander la nationalité congolaise n'était pas un acte d'intégration, mais plutôt une formalité symbolique pour reprendre un droit ancestral, une position qui allait susciter de vives tensions avec le pouvoir zaïrois. Dans les années 1980,
Le président Mobutu Sese Seko voit d'un très mauvais œil cette prétention à l'antériorité rwandaise. Le nationalisme zaïrois, fondé sur la zaïrianisation et l'unité nationale, ne pouvait tolérer qu'un groupe revendique ses droits sur la base d'un passé étranger. Le 29 juin 1981, Mobutu promulgue une nouvelle loi sur la nationalité qui change radicalement la donne. Désormais, l'autochtonie devient la base juridique de la citoyenneté. Cette mesure visait clairement à exclure les Banyarwanda considérés comme allochtones. La réaction ne se fait pas attendre. Un groupe se réclamant des peuples d'origine rwandaise au Zaïre adresse une lettre au secrétaire général des Nations Unies, réclamant le droit de créer un État séparé et indépendant au Nord Kivu. Ils invoquent le droit à l'autodétermination, espérant obtenir la reconnaissance internationale de leur mouvement. Mais cette demande restera sans suite. Dans les années 1990, la question prend une tournure militaire et géopolitique. Le Front patriotique rwandais, FPR, qui mène une guerre pour renverser le régime Hutu au Rwanda, va lui aussi s'appuyer sur ce discours historique. Le 28 octobre 1996, le président rwandais Pasteur Bizimungu présente à la presse une carte du Grand Rwanda précolonial, publiée en 1975 par l'abbé Alexis Kagame. Bizimungu ira jusqu'à proposer l'organisation d'une conférence internationale, qu'il surnomme Berlin II, en référence à la conférence de Berlin de 1885, afin de revoir les frontières coloniales en Afrique. À l'arrivée des Blancs au Rwanda, déclare-t-il, « Notre pays avait 6 siècles d'existence. Il s'étendait des lacs Ruweru et Tiohoha jusqu'au lac Rwitanzige, aujourd'hui Édouard. Nous vivions en bonne intelligence avec les Baoundés, et même la région de Bishugi, berceau des Banyamulenge, faisait partie du Rwanda. Ces Banyamulenge sont nos congénères. Mais avec la création de l'OUA, nous avons accepté le principe de l'intangibilité des frontières. » Cette déclaration, en apparence historique, avait une portée politique évidente, justifier les invitations rwandaises au Congo en les présentant comme un retour sur un territoire anciennement rwandais. Ainsi, du mythe historique à la doctrine politique, le discours sur le Grand Rwanda a évolué au gré des contextes. Sous la colonisation, il servait à interpréter le passé. Sous Mobutu, à contester la citoyenneté. Sous le FPR, à légitimer une politique d'expansion régionale. Mais l'histoire, telle que la révèle la recherche contemporaine, montre que le Kivu n'a jamais été conquis, administré ni annexé par le royaume du Rwanda. Les liens entre ces deux espaces étaient bien réels, faits de migration, de commerce et de métissage. Mais ils ne fondent aucun droit territorial. Le mythe du Grand Rwanda n'est pas seulement une question d'histoire. C'est une question de mémoire, de pouvoir et de territoire. Une mémoire qui, jusqu'à aujourd'hui encore, continue de façonner les conflits à l'est du Congo. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du Grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Godsen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi.
Par cette convention qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. Lorsqu'on évoque les liens entre le Rwanda et le Kivu, une idée revient souvent. Celle selon laquelle une partie du Kivu aurait jadis appartenu au royaume du Rwanda. Cette affirmation, largement reprise par certains récits historiques et même par des travaux universitaires, mérite pourtant d'être nuancée, voire entièrement révisée. Car dans les faits, le pouvoir royal rwandais, le royaume Niginya, n'a jamais conquis ni administré le Kivu. À l'intérieur même du Rwanda précolonial, l'autorité du Mwami, le roi, n'était pas uniforme. Certaines régions refusaient obstinément de se soumettre. C'était le cas par exemple du Bushiru et du Bugoli dans le nord-ouest du pays, gouvernés par des Abaïnza, de petits roitelets hutus, qui résistèrent jusqu'aux années 1920 lorsque les Belges les intégrèrent par la force. D'autres zones, comme les petits royaumes des Pluviateurs, du Buzigi, du Bumbogo, du Bukunzi et du Buzogo, échappaient également à la domination royale. La cour de Nyanza elle-même, pour des raisons rituelles, n'avait pas cherché à les incorporer. Ce n'est qu'avec l'arrivée des colonisateurs belges que ces territoires furent intégrés de manière artificielle dans le Rwanda moderne. Et lorsque l'on regarde au-delà des frontières actuelles du Rwanda, la réalité est encore plus contrastée. Les régions situées aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, le Bushi, le Buavu, l'île d'Idjoui, le Buisha, le Rutshuru, n'ont jamais été gouvernées par le Mwami du Rwanda. Certes, il y eut des tentatives d'expansion, menées notamment par Kigeri Rwabugiri au XIXe siècle. Ce roi ambitieux chercha à étendre son autorité vers le nord et l'ouest. Mais ces expéditions furent des échecs répétés. Les populations locales, notamment les Baavu et les Bashi, repoussèrent toutes les incursions rwandaises. Même l'île d'Idjoui, souvent présentée comme historiquement rwandaise, ne fut jamais conquise. Le missionnaire et historien Alexis Kagame lui-même évoque l'échec de Rwabugiri à y imposer son autorité. Ainsi, contrairement à ce que prétend une certaine historiographie issue de la cour royale de Nyanza, le royaume du Rwanda n'a jamais dépassé durablement les rives du lac Kivu. L'historien belge Jan Vanzina, dans son ouvrage « L'évolution du royaume du Rwanda des origines à 1900 », confirme cette réalité. Aucune chefferie Tutsi liée au Rwanda central n'existait sur le territoire de l'actuelle RDC avant la colonisation. L'expansion rwandaise resta limitée, souvent éphémère, et toujours repoussée aux frontières du Kivu. Même à l'intérieur du Rwanda, l'autorité du Mwami était loin d'être absolue. Au tournant du XXe siècle, une grande partie du nord du pays n'était pas encore assimilée, et l'Est venait tout juste de l'être. Le processus de conquête s'était étalé sur des siècles. Du Bugesera au Nduga, du Kinyaga au Gisaka, le Rwanda avait progressé par étapes, mais sans jamais parvenir à imposer sa domination sur les territoires congolais voisins. Les frontières que nous connaissons aujourd'hui sont nées bien plus tard, sous l'ordre des puissances coloniales européennes. En 1885, la conférence de Berlin reconnaissait l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Puis, en 1912, un accord tripartite entre la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne redessina les frontières. Je prends la frontière avec le Rwanda, où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Cette frontière a été délimitée d'abord par le roi Léopold II seul, le 1er août 1885. Parce qu'à la conférence de Berlin, les grandes puissances lui ont dit « Mais écoutez, nous vous reconnaissons la souveraineté sur un vaste territoire, mais il faut que vous puissiez donner une structure étatique à cet État. Un gouvernement, une administration, une police, une armée. »
Et c'est ainsi qu'après le mois de février 1885, au mois de mai, le roi Léopold a pris un décret pour créer l'État indépendant du Congo. Et le 1er août 1885, eh bien, le roi fait une déclaration de délimitation des frontières de l'État indépendant du Congo. Il communique cette déclaration à tous les autres États qui étaient à Berlin. Tous acceptent. Aucun État ne proteste. Mais après, Léopold II signe quelques traités avec le Portugal, avec la France et avec l'Angleterre pour réaménager ses frontières. Et il fait une deuxième mise à jour le 28 décembre 1894, pratiquement 10 ans après la conférence de Berlin. Et communique également cette mise à jour de frontières aux puissances de Berlin. Tous les États acceptent, aucun ne proteste. Vous voyez la ligne rouge oblique, c'était ça, la frontière qui était tracée par Léopold II, qui était acceptée par tous les autres États. Mais il se fait que, après avoir communiqué cette frontière aux autres États, l'Allemagne proteste. L'Allemagne considère que cette frontière en ligne rouge oblique que vous voyez là coupe le royaume du Rwanda en deux parties. Il passe même par la capitale Nyanza, du royaume du Rwanda, qui est un tout petit royaume. Les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas accepter cette frontière parce que c'est une frontière, voyez-vous, géométrique, mathématique, fondée sur les attitudes avec des degrés, des minutes, des secondes, qu'on a tracées sur des cartes, mais sans avoir été sur le terrain, sans connaître les réalités sur le terrain. Les Allemands disent qu'on ne peut pas accepter cette frontière-là, il faut la déplacer. Ils proposent que la frontière soit placée au milieu du lac Kivu et que la frontière suive la rivière Ruzizi. Léopold II refuse. Et on est resté dans cette situation-là jusqu'au moment où Léopold II cède le Congo à la Belgique et la Belgique reprend les discussions avec l'Allemagne en 1910. Les réunions se sont tenues ici à Bruxelles pendant 3 mois, la même durée que la conférence de Berlin. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique ici à Bruxelles pendant 3 mois pour essayer de régler la question de la frontière, notamment avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Angleterre. Après discussion, pendant 3 mois, on a finalement décidé, on s'est mis d'accord. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, c'est important, je vous passe tous les détails. On a décidé finalement de déplacer la frontière rouge que vous voyez de l'est vers l'ouest, en disant, bon, désormais, à partir du nord du lac Tanganyika, la frontière sera naturelle, elle va suivre la rivière Ruzizi, qui relie le lac Kivu, vous voyez là, et le nord du lac Tanganyika. Et après, la frontière va prendre le milieu du lac Kivu jusqu'à arriver au niveau de Goma, de la ville de Goma. Donc la ligne médiane, comme on l'appelait à l'époque. Cela a été décidé le 14 mai 1910, ici à Bruxelles. On s'est mis d'accord. Au cours des négociations, l'Allemagne était intransigeante. J'en parle abondamment dans le livre. Pour l'Allemagne, il n'est pas question qu'on touche à un seul morceau, un seul centimètre carré du territoire du Rwanda historique être annexé au Congo belge. Et c'est dans ces conditions, vous voyez le point jaune sur la carte, c'est l'île Idjouï, qui est au milieu du lac, qui était occupée par les Allemands en 1910. Les Belges avaient un poste colonial là-bas, suivant les arrangements de 1900. Les milieux coloniaux à Berlin tenaient coûte que coûte à ce que l'île d'Udi reste une île allemande, donc au Rwanda. Les milieux coloniaux ici à Bruxelles, belges, disaient on ne touche pas à l'île d'Idui. On peut tous céder des territoires par-ci par-là, mais Idui doit rester belge, doit rester dans le Congo belge. Confrontation terrible. Ouais, mais on a mis un critère sur la table.
On a dit, bon, voilà. Tout territoire où le roi du Rwanda avait de l'influence, ça reste au Rwanda. Mais il Didui n'a jamais été soumise à l'autorité du roi Yoweri Musinga, qui était au pouvoir à l'époque. Et donc, l'Allemagne ne peut pas avoir ce territoire d'Idui, suivant le critère déposé sur la table par l'Allemagne elle-même. C'est-à-dire, Idui reste alors Congo belge. Pourquoi? Parce que l'île d'Idui n'avait jamais appartenu au royaume du Rwanda historique. Voilà dans quelles circonstances, en 1911, 1910, et puis 1911, on a fait l'échange de territoire. L'île d'Udi, les Allemands ont enlevé leurs soldats qui étaient là, leurs drapeaux, ils sont partis, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi pour des raisons que je viens de vous indiquer. Ces lignes tracées à la règle ont figé pour des décennies un espace jadis fluide, où les peuples circulaient librement. Dès lors, il serait erroné de prétendre que le Kivu était jadis une province du Rwanda. Non seulement le royaume rwandais n'y exerçait aucun contrôle administratif, mais les populations locales, les Baoundés, les Bashi, les Baavu, les Nandés, avaient leur propre structure politique et une identité bien distincte. L'historien Paul Serufuri-Akiza, originaire du Rutshuru, insiste sur cette confusion. Beaucoup d'auteurs reprennent aveuglément les récits issus de la cour de Nyanza. Les missionnaires pères blancs, arrivant souvent par le Rwanda, ont qualifié à tort tous les Bahutus du Nord Kivu de Banyarwanda. Cette assimilation fausse a fini par devenir une vérité admise. Même Alexis Kagame, pourtant idéologue du nationalisme rwandais, reconnaissait en 1947 que Rutshuru était Ibuhutu, le pays des Bahutus, et non du Rwanda. En résumé, le Kivu n'a jamais été une possession du Rwanda précolonial. Les tentatives d'expansion de Rwabugiri échouèrent. Les frontières coloniales, fixées au début du XXe siècle, ont simplement rassemblé dans un même espace congolais des populations de cultures diverses, parfois apparentées, mais jamais soumises à un même royaume. Le mythe d'un Kivu jadis rwandais relève donc davantage de la légende politique que de l'histoire vérifiée. Et pourtant, ce mythe, ravivé par les tensions contemporaines, continue d'alimenter les discours, les revendications et parfois même les conflits qui secouent encore cette région aujourd'hui. Depuis l'indépendance du Congo, une question persiste comme une plaie ouverte dans la région des Grands Lacs. Les Banyarwanda sont-ils congolais? Derrière cette interrogation juridique se cache une lutte identitaire, historique et politique, vieille de plusieurs décennies, où la mémoire, la loi et la terre s'entrechoquent. Dès la fin des années 1940, le problème de la nationalité émerge avec les vagues d'immigration rwandaise vers le Kivu. L'administration coloniale belge, à travers la mission d'immigration des Banyarwanda, encourageait l'installation de milliers de familles venues du Rwanda pour exploiter les terres encore sous-peuplées du Congo oriental. Mais rapidement, une question se posa. Ces migrants, une fois établis, étaient-ils réellement congolais? Les colons belges, conscients de la complexité du sujet, tentèrent d'imposer une logique administrative. L'octroi d'un livret d'impôt congolais suffisait à attester leur résidence légale, mais non leur nationalité. Les enfants nés sur le sol congolais, pensait-on, pourraient devenir congolais de naissance. Pourtant, dès 1954, face aux inquiétudes politiques et juridiques croissantes, le ministre belge Auguste Buisseret mit un terme à la transplantation systématique des Banyarwanda. Le sujet devenait explosif. En 1959, l'ordonnance législative numéro 25-554 reconnaissait aux ressortissants du Rwanda-Urundi le droit de voter et d'être élus aux conseils territoriaux, à condition d'avoir résidé au Congo depuis au moins 10 ans. Un an plus tard, la résolution numéro 11 de la table ronde de Bruxelles allait plus loin. Elle accordait le droit de vote à tout ressortissant du Rwanda-Urundi résidant au Congo belge depuis 10 ans. Mais ces droits politiques n'étaient qu'une illusion d'intégration, car la question de la nationalité légale restait soigneusement évitée. Au lendemain de l'indépendance, la jeune République du Congo devait trancher la question de la citoyenneté. La constitution de Luluabourg du 1er août 1964 marque un tournant. Elle restreint la nationalité congolaise aux personnes ayant au moins un ancêtre membre d'une tribu établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908, date de la création du Congo belge. Autrement dit, pour être congolais d'origine, il fallait appartenir à une tribu indigène du Congo
avant la colonisation belge. Ce critère, censé définir la continuité nationale, excluait de facto la majorité des Banya Rwanda, considérés comme venus du Rwanda après 1908, notamment ceux arrivés avec les migrations coloniales ou après la crise rwandaise de 1959. Les Banya Rwanda s'estimèrent alors trahis. Eux qui avaient voté, travaillé et payé des impôts sur le sol congolais, se voyaient soudain rendus étrangers. En 1971, une ordonnance-loi octroya collectivement la nationalité zaïroise à toutes les personnes originaires du Rwanda-Urundi, établies au Congo depuis avant le 30 juin 1960. Puis, la loi du 5 janvier 1972 confirma ce principe en précisant que toute personne originaire du Rwanda-Urundi établie dans les provinces du Kivu avant le 1er janvier 19... Ce fut une loi dite généreuse, un geste politique fort dans la logique du recours à l'authenticité, promu par Mobutu. Mais cette naturalisation collective ne tarda pas à susciter une vive opposition au sein de la population du Kivu. Les autochtones y voyaient une tentative d'envahissement légal par des populations rwandophones jugées trop nombreuses et trop influentes. Sous pression populaire et politique, Mobutu fit volte-face. Le 29 juin 1981, il promulgua une nouvelle loi sur la nationalité qui abrogeait celle de 1972. Cette loi rétablissait les principes de la Constitution de 1964 en fixant la référence historique non plus à 1908, mais à 1885, date de la création de l'État indépendant du Congo. Ce changement excluait encore davantage de Banyarwanda du cadre national. Désormais, la nationalité zaïroise reposait sur le jus sanguinis, c'est-à-dire la filiation. Il fallait prouver qu'un de ses ancêtres appartenait à une tribu établie au Congo avant 1885. Les Banyarwanda, considérés comme étrangers rwandais, devaient demander une naturalisation individuelle pour être reconnus comme zaïrois. L'État lança alors une vaste opération d'identification nationale dans le Kivu pour distinguer les vrais zaïrois des étrangers. Ce processus provoqua colère et rancune, alimentant un climat de méfiance et de haine. En décembre 1981, cette tension éclata au grand jour. Une campagne anti-Tutsi, baptisée Opération Herbe, se déchaîna sur les campus universitaires et dans plusieurs villes. Des tracts haineux circulaient. « Vive la nation zaïroise, à mort l'usurpateur de notre nationalité ». L'appel au est sans équivoque. Ces vomis de tous et de partout occupent nos places, de hautes responsabilités dans notre circuit gouvernemental pour s'enraciner davantage. Ces haïs qui veulent nous entamer la géographie de notre pays. Ces Nienzi qui nous rient sous le nez et qui nous qualifient d'amorphes, soulards, d'amateurs de femmes et surtout d'impuissants devant leurs manœuvres fallacieuses. Ces mots marquèrent le retour d'un racisme d'État à peine voilé, où la question de la nationalité servait de prétexte à l'exclusion politique. En 1982, bien que des Congolais Banyarwanda participent aux élections législatives, les candidatures des Banyamulenge, groupe Tutsi du Sud Kivu, furent rejetées sous pression politique. L'appartenance nationale devenait désormais un champ de bataille politique et identitaire. Mulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations. Au-delà des rivalités ethniques et des querelles identitaires, une autre dimension, plus silencieuse mais déterminante, traverse toute l'histoire de l'Est du Congo, celle des ressources naturelles. Sous la terre des collines du Kivu et des forêts de l'Ituri se cache un véritable empire minéral, une richesse immense, convoitée, disputée, pillée. Située à l'extrême nord-est du pays, la province de l'Ituri s'étend sur plus de 65 000 km². C'est une terre de contraste. Entre montagnes et forêts, savanes et lacs, elle est bordée par le Soudan du Sud, l'Ouganda et les provinces du Nord Kivu, du Haut-Touélé et de la Tshopo. Son chef-lieu, Bunia, symbolise à la fois le cœur administratif et la porte d'entrée vers ces territoires miniers. L'Ituri est divisé en 5 grands territoires, chacun étant un véritable réservoir économique. Dans le territoire de Mahagi, au nord du lac Albert, le sol regorge d'or, de fer et même de réserves inexploitées de pétrole. Ces richesses, connues depuis l'époque coloniale, attisent depuis des décennies les appétits des compagnies minières et des groupes armés. Le long de la frontière ougandaise, le commerce informel de l'or est aujourd'hui encore l'un des plus lucratifs de la région. Plus au sud, Djougou, surnommé le château d'eau de l'Ituri, est un territoire où la nature et les minéraux s'entremêlent. On y exploite l'or de Mont-Goualou, le fer des Monts Bleus et le pétrole de la plaine de Kasséni. Le lac Albert, qui borde la région, offre une ressource supplémentaire,
la pêche, dont vivent des milliers de familles. Mais Djougou est aussi une zone de tension récurrente, car derrière la richesse se cachent les fractures entre communautés Ema et Lendu, aggravées par la lutte pour le contrôle des mines et des routes commerciales. Le territoire d'Irumu, qui abrite la ville de Bunia, est un véritable carrefour économique. Son port sur le lac Albert ouvre une route commerciale vers l'Ouganda, tandis que son sous-sol recèle des gisements de coltan, ce minerai rare indispensable à l'industrie électronique mondiale. Dans la chefferie des Walendu Bindi, le coltan attire une myriade d'exploitants artisanaux, mais aussi des groupes armés, cherchant à contrôler ce commerce illégal extrêmement rentable. Occupant plus de la moitié de la superficie de l'Ituri, Mambasa est une vaste forêt tropicale presque intacte, peu peuplée, mais immensément riche. Sous son couvert végétal se trouvent des gisements de coltan dans les chefferies Bakwanza, Babombi et Balessé, ainsi que des gisements de diamants à Bandaka et Bombo. Le bois précieux, notamment l'Afromosia et le Wenje, complètent cette richesse, donnant à Mambasa le statut de poumon vert et minier de l'Ituri. Mais cette abondance attire autant les investisseurs illégaux que les réseaux mafieux régionaux, transformant la forêt en une zone grise où l'État est souvent absent. Plus au sud, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu forment une autre mosaïque minérale. Les paysages volcaniques du Kivu, les rives du lac et les chaînes montagneuses recèlent un sous-sol d'une richesse exceptionnelle. Coltan, or, cassitérite, wolframite, niobium, mais aussi pierres précieuses et bois rares. Le Nord Kivu est mondialement connu pour son coltan, un minerai stratégique utilisé dans les téléphones, ordinateurs et consoles de jeux. Les mines de Massissi, Walikale et Rutshuru concentrent l'essentiel de la production artisanale. À côté de ce métal gris, on trouve aussi de l'or, de la cassitérite, du pyrochlore et du gaz méthane dans le lac Kivu, une ressource encore peu exploitée. Dans le sud Kivu, les territoires de Fizi, Mwenga et Shabunda sont riches en or et en cassitérite. Les mines d'or de Kamituga ou de Namoya sont parmi les plus anciennes et les plus exploitées de la région. Les routes commerciales entre Bukavu et l'Ouganda voient circuler des tonnes de minerais chaque année, souvent en dehors de tout contrôle de l'État. La région est aussi traversée par des circuits d'exportation illégale contrôlés par des milices locales ou des groupes étrangers. Pour beaucoup d'observateurs, les guerres du Kivu ne sont pas seulement ethniques, elles sont avant tout économiques. Celui qui contrôle les mines contrôle les armes, et celui qui contrôle les armes contrôle le territoire. De l'or de Mongboilou au coltan de Walikale, en passant par les diamants de Mambasa, l'Est du Congo est une mosaïque de fortune et de douleur.